Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Croissance verte, l'émission qui décrypte les défis climatiques et révèle les opportunités durables qui transforment l'Afrique. Aujourd'hui, un contraste saisissant, la chaleur étouffe nos villes, les canicules deviennent plus fréquentes, plus longues, plus intenses. Comment survivre à la chaleur urbaine? Quels sont les bons réflexes pour protéger sa santé? Comment adapter nos logements, nos quartiers, nos habitudes face à des températures qui battent des records? Nous irons sur le terrain pour comprendre pourquoi nos villes deviennent des îlots de chaleur et surtout quelles solutions concrètes existent du végétal en milieu urbain aux innovations architecturales locales. Pour en parler, nous serons avec Madame Fanta Camara, présidente de Linguère Climate Club. Bonjour Madame Camara et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Ababacar, tout le plaisir est pour moi. Je suis Et très puis, ravie de me retrouver aujourd'hui à ég- Abidjan TV. également, et puis cap, mesdames et messieurs, sur une success story agricole made in Sénégal, un fruit autrefois importé, devenu symbole d'opportunités locales. À Dakar et dans sa périphérie, la culture de la fraise connaît un véritable essor. Le Sénégal s'impose désormais parmi les producteurs de fraises en Afrique. Comment cette filière est-elle en train de transformer l'économie locale? Pourquoi de plus en plus d'investisseurs, mais aussi également aujourd'hui d'acteurs de l'agriculture aussi se lancent-ils dans cette aventure rouge passionnée également? Nous aurons avec nous M. Mohamed Diagne. Il est ingénieur agronome spécialisé en International Rural Development, ministère également de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage au Sénégal. Monsieur Diagne, avec nous, bien évidemment, un plaisir de vous recevoir dans cette émission Croissance verte. Tungara, merci aussi à toute la chaîne EDTV pour cette invitation. C'est un plaisir de vous rejoindre dans votre plateau. Merci. Et sans plus tarder, face à l'intensification de la chaleur en milieu urbain, notamment à Abidjan, comme dans d'autres grandes agglomérations du pays, les habitants développent des stratégies d'adaptation au quotidien. Toits aménagés, plantation d'arbres, système de ventilation naturelle ou solutions artisanales. Comment les citadins font face à la chaleur urbaine en inventant des réponses aussi locales au changement climatique? Eustache Kouakou et Arnold Dosso nous en disent plus. Midi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne étouffe. Le thermomètre affiche 32 degrés. La chaleur est presque insupportable et chacun tente de se rafraîchir comme il peut. Ces temps-ci, la chaleur est trop forte. On ne peut même pas sortir. Bon, même si tu as une préoccupation, tu pouvais attendre un peu. Si tu n'as pas de parapluie, ça tarde. À cause de la chaleur, pour faire, je prends plus de bains, je me rince beaucoup. Pour faire passer la chaleur, quoi. Sous une chaleur torride, le bitume brûle. L'air devient lourd et la ville se transforme en véritable four à ciel ouvert. Là même, ici même, je transpire même déjà. Voilà. Donc à la maison, imagine, il n'y a pas climatiseur, mais un ventilateur, c'est là, mais il fait chaud. Ce phénomène appelé îlot de chaleur urbain amplifie les températures ressenties par les populations. Conséquence, déshydratation, coups de chaleur et malaise sont de plus en plus fréquents. Il y a une augmentation de la température, donc il y aura des coups de chaleur. D'accord? Donc sur l'être humain, qui dit coup de chaleur dit déshydratation, parce que plus il fait chaud, plus il y a la sueur. Donc on va se déshydrater. Or, qui dit déshydratation peut à la longue provoquer une anémie. C'est pourquoi les personnes vulnérables, c'est les enfants, les sujets âgés, les femmes enceintes, plus on sera exposé à l'air ambiant, où il va faire chaud avec les rayonnements, ces rayons directs là sur la peau, ça va finir par créer des maladies au niveau de la peau. On peut avoir aussi des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, parce que si votre corps n'est pas bien réhydraté, l'être humain est constitué à 70% d'eau. Et à cause de la hausse de chaleur, on se déshydrate. C'est-à-dire que plus de la moitié de la composition de notre corps, là, c'est de l'eau. Donc si on se déshydrate, bien entendu, ça va créer tout ce qu'on peut imaginer comme douleurs qui peuvent être articulaires, ça peut être des problèmes au niveau des reins, au niveau du cœur. Pour lutter contre la chaleur urbaine, des initiatives locales émergent. Reboisement, création d'espaces verts,
Aménagement d'aires ombragées dans les écoles et les lieux publics. Ce que nous avons remarqué, surtout au niveau du sud, sur le littoral, c'est les fortes chaleurs. Quand nous arrivons dans les écoles primaires, on remarque pratiquement que dans ces écoles-là, il n'y a pas d'arbres. Quand il fait chaud, à midi ou à 10 heures à la récréation, les enfants n'ont pas d'abri. Voilà, donc nous, en plantant ces arbres-là, c'est de donner d'abord aux élèves et même aux enseignants de pouvoir avoir un abri pour se reposer pendant les récréations ou dans les après-midi. Ces arbres, pour nous, en même temps, créent de l'ombre et en même temps, luttent contre les changements climatiques. Des initiatives encore timides, mais essentielles pour rafraîchir la ville. Au groupe scolaire de Modeste, sur l'axe Abidjan-Grand-Bassam, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les bénéficiaires s'en réjouissent. Le fait que le sable reflète cette chaleur, ça intensifie plus sur le littoral la chaleur par rapport à l'intérieur. Je ne dis pas que là-bas il ne fait pas chaud, mais là-bas au moins la terre atténue, puisque là elle est ferme, la chaleur descend. Voilà. Cette chaleur est grandissante. Il faut qu'on y trouve des solutions. Et l'ONG nous a fait cet honneur, cette faveur de venir vers nous et puis planter quelques arbres à l'école. À Abidjan, la chaleur urbaine est devenue une réalité quotidienne. Entre débrouillardise individuelle et solidarité communautaire, les habitants s'adaptent comme ils peuvent. Dans la cité, chacun a sa petite idée. Vous verrez qu'il y en a au sein de la cité qui ont construit des préaux au-dessus de leurs bâtiments. Moi, j'ai fait une cour avant, une cour arrière. C'est-à-dire qu'il y a un dégagement à l'arrière de la maison, il y a un dégagement à l'avant de la maison, ce qui permet à l'air de circuler tranquillement. Nous-mêmes, au niveau de la cité, en accord avec le constructeur, on a demandé que des espaces soient dégagés au sein de la cité. Nous avons 5 espaces dégagés qui servent en même temps d'espace de loisirs, mais aussi en espace de repos. Quand il fait très chaud les soirs, les ménages se dégagent, qui vont se reposer, vont prendre de l'air. Moi, particulièrement ici au bord de la mer, je fuis la chaleur un peu parce que à Gonzague ville ici, il y a les maisons qui ne sont pas trop arriérées. Ça nous fatigue. Ça fait que le temps, quand on arrive dans le mois de janvier, février, mars, comme ça fait chaud qu'on a besoin de vent. C'est pour cela que moi, je suis présent ici. On vient ici par rapport à les frais parce que à la maison, il fait très chaud. Donc, on vient sur les arbres pour prendre un peu de lait frais. Face à ces îlots de chaleur urbains, une transformation s'impose pour préserver le bien-être des populations. La première des choses à faire, c'est d'éviter tout ce qui est déforestation. Tout ce qui est forêt urbaine, il faut le faire, il faut développer. Dans les quartiers, dans les parcs, c'est important. Ça permet, n'est-ce pas, donc, à l'air de circuler. Voilà. Quand vous prenez par exemple la forêt de Banco, c'est bon. Parce que la forêt joue un effet climatiseur en fait. Voilà. Donc ça va permettre à l'air de circuler normalement et ça va permettre de réduire cela. L'urbanisation et la végétalisation. C'est-à-dire, lorsqu'on construit des maisons, là, il faut mettre des plantes au-dessus des maisons. Ils ont pour rôle, la plante a pour rôle de jouer un effet isolant. Est-ce que vous comprenez? Ça va aider. Pour ce qui est des individus, c'est éviter d'être exposé au soleil, parce que plus vous êtes exposé, vous pouvez prendre des coups de chaleur. Il faut s'habiller léger, d'accord? Il faut aérer les maisons et il faut beaucoup se réhydrater. Pour rendre la ville plus viable, les idées ne manquent pas. Repenser nos habitats, privilégier des matériaux adaptés, intégrer davantage de végétation. La chaleur intense dans nos maisons est aussi liée aux matériaux utilisés dans la construction. Donc c'est déjà un point. Ce qui veut dire que si nous utilisons des matériaux écologiques qui déjà même ont la capacité de réduire la température, nous aurons d'abord des maisons où il fait bon vivre, où la température est très intéressante, donc écologique. Donc une solution révolutionnaire. La révolution ici se retrouve encore dans ce sens où nous transformons les déchets plastiques difficilement recyclables aujourd'hui par beaucoup d'organisations. S'adapter aujourd'hui pour mieux vivre demain. La lutte contre la chaleur urbaine est désormais
Un enjeu de santé publique, d'environnement et de qualité de vie. Alors sans plus tarder, nous allons retrouver Madame Fanta Camara aujourd'hui pour parler de cette situation concernant les canicules, plutôt en ville, bien évidemment, donc dans le secteur urbain. Madame Camara, vous avez suivi avec nous donc ce reportage aujourd'hui. Que faut-il retenir de cette canicule et aussi comment s'adapter aux réalités actuelles ? Merci beaucoup, Ababakar. Donc, j'ai suivi avec passion les interventions qui ont été apportées à Abidjan et un peu partout. Ça montre que l'Afrique, déjà, toutes les villes africaines souffrent de la même situation. On voit la chaleur un peu partout en Afrique, donc surtout en Afrique de l'Ouest. Et ce qu'on peut noter, c'est que les villes les plus touchées principalement par cette chaleur à cause du phénomène, donc il y a une appellation, on l'appelle ça îlot de chaleur. Donc, c'est un phénomène qu'on voit partout en Afrique. Et donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de construction écologique. Écologique, c'est très, très important. Par exemple, le béton, l'asphalte et les bâtiments absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent la nuit. Donc, ça, c'est un phénomène naturel qu'on voit chaque jour. Et maintenant, donc, il y a moins de végétation aussi en Afrique, donc pour rafraîchir un peu plus l'air par évapotranspiration, comme on l'appelle. Donc, la circulation, les climatiseurs et les activités humaines produisent aussi de la chaleur supplémentaire. Et donc, là, les immeubles peuvent aussi bloquer la circulation du vent. Comme on dit, à Dakar et un peu partout, il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup de constructions. Et donc, résultat, on voit en ville qui peut faire 2 à 5 degrés Celsius de plus qu'en zone rurale, par exemple, surtout la nuit. Donc, pour le cas de Dakar, qui est une ville côtière, Dakar, on sait il y a les côtes. Les températures sont certes modérées, souvent entre 26 et 35 degrés Celsius, on remarque à Dakar, mais la sensation de chaleur est souvent plus élevée à cause de l'humidité et des facteurs urbains. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les facteurs urbains comme voilà, tout ce qui est bétonisation, tout ce qui est voilà, occupation de l'espace et tout. Donc là, il y a quelques jours même, on a lancé une pétition à Dakar parce qu'il y a l'ancien aéroport de Dakar qui se trouve à Yoff, qui est en train d'être aménagé pour pouvoir voilà, avoir, Tout à fait. c'est-à-dire des constructions voilà, de maisons, d'immeubles et tout. Donc, comme Dakar fait partie des villes les plus polluées, Tout à fait. on s'est dit qu'entre environnementalistes et écologistes, il faut quand même qu'on se lève pour pouvoir faire face à cela. C'est là qui nous a poussé à lancer une pétition pour pouvoir aujourd'hui. Voilà. Et dans cette même dynamique aujourd'hui, selon vous, quelle stratégie donc les populations peuvent-elles mettre en place pour s'adapter par rapport aux réalités de cette canicule ? Donc, il existe beaucoup de stratégies, hein. Donc, on peut parler au niveau, c'est-à-dire au niveau du logement, au niveau individuel même d'ailleurs, au niveau personnel. Aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de déshydratation et tout. Donc, déjà, boire régulièrement de l'eau, c'est important, même sans sensation de chaleur. Ça peut nous permettre de pouvoir mieux nous adapter à la chaleur. Éviter les activités physiques intenses, donc entre surtout 11 heures et 16 heures la journée. Porter des vêtements légers et clairs. Donc, ça aussi, ça peut permettre aujourd'hui de ne pas attirer beaucoup plus de chaleur. Rafraîchir le corps à travers les douches régulières aussi, ça peut être important. Donc ça aussi, ce sont des comportements individuels que chaque personne pourra peut-être adopter pour mieux faire face à la chaleur. Mais aussi au niveau du logement, tout à l'heure on en a parlé, donc c'est important d'aérer tôt le matin et tard le soir, par exemple. Fermer les rideaux ou volets en journée, parce que ça aussi, ça peut nous aider à mieux faire face à la chaleur. Et donc, planter des arbres, c'est important, autour des habitations, si possible. Donc là, nous-mêmes, en tant qu'environnementalistes, à travers notre pétition, on aimerait même qu'après, qu'il y ait des lois, pourquoi pas, qui aujourd'hui poussent même les citoyens à penser vert, c'est-à-dire lorsqu'on doit construire une maison, avoir aussi une perspective verte, c'est-à-dire prévoir le reboisement ou plantation d'au moins un arbre. Ça, c'est important pour côté logement. Donc, aussi utiliser des matériaux isolants ou des toits Tout à fait. rafraîchissants. Ça aussi, ça peut nous permettre aujourd'hui d'avoir... Voilà. Il y a aussi au niveau communautaire, donc identifier par exemple, des personnes vulnérables. Comme on dit que la chaleur touche plus les personnes âgées, les enfants et aussi les malades chroniques. Donc ça aussi, on peut les identifier et aussi les aider à mieux faire face à la chaleur Tout à fait. en organisant peut-être des espaces frais communautaires où ces personnes pourront se reposer souvent. Surtout la sensibilisation. Il y Et a les surtout, radios, les mosquées, les écoles, donc un peu partout, quoi.
Et surtout, bien évidemment, pour mieux nous permettre de faire face à cette canicule en milieu urbain. Merci encore à vous, Madame Fanta Camara. Je rappelle que donc vous êtes la présidente de l'Inger Climate Club et vous étiez avec nous, bien évidemment, pour nous parler de comment vivre et comment s'adapter avec cette canicule en milieu urbain. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, la culture de la fraise se développe rapidement à Dakar et dans sa périphérie, transformant ce fruit autrefois importé en une production locale lucrative. Aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans la filière. Le Sénégal se classe parmi les producteurs de fraises en Afrique avec un marché local en pleine croissance. Découverte avec Fatou Cissé et Moussa Dir. D'un rouge éclatant, ces fraises, présentées dans un bol, évoquent la fraîcheur, mais aussi la résilience d'un fruit cultivé en terre inconnue. À Dakar, la production de la fraise émerge comme une activité agricole innovante, adaptée au climat subtropical dans la région. Souleymane est un entrepreneur qui a relevé le défi de maintenir la fraise en vie dans son propre pays. Aujourd'hui, il a plusieurs champs de fraises dans la zone des Niayes et initie même des journées champêtres. L'idée, c'est vraiment de permettre en fait au dernier client de savoir d'où provient le produit qu'il consomme, d'être en contact avec la nature, de venir en famille, de transmettre aussi cette passion de la nature à ses enfants, de lui permettre aussi de découvrir d'autres opportunités de business qui lui permettent de grandir autrement. C'est vraiment ça le rôle des journées champêtres. Famille, agronomes, agriculteurs et simples amateurs de fraises se retrouvent chaque dimanche ensoleillés dans ce champ de fraisiers à Bayar, situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Aujourd'hui, c'était surtout pour permettre aux enfants de venir au champ, d'être connectés à la nature et surtout de cultiver de bonnes fraises. Pourquoi la fraise? C'est un fruit déjà qu'on s'est depuis longtemps dit que ça ne poussait pas au Sénégal. Et moi, personnellement, depuis que j'ai découvert que ça pouvait pousser au Sénégal et qu'on a de très bonnes fraises de qualité, je me suis intéressée au champ fraisier. Nous sommes des agriculteurs. Nous avons profité de cette journée champêtre pour venir voir comment on cultive la fraise. C'est surprenant. D'ailleurs, nous avons récolté des belles fraises. Ce culture se fait à partir de pépins de fraises issus des pépinières. Ensuite, ils poussent tranquillement dans les champs. C'est un peu comme la papaye que nous cultivons. Largement suivi sur les réseaux sociaux, Souleymane inspire de nombreux jeunes agronomes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis un follower de Souleymane Agne, je le suis pas mal sur les réseaux sociaux. C'est une personne très inspirante et aussi qui motive les gens. Et pourquoi je suis venu ici? Parce que c'est un plaisir pour moi d'être là, de pouvoir récolter les fraises, de pouvoir toucher à la main les fraises. Après des années d'essais et d'expérimentation, ce technicien horticole a réussi à faire imposer la filière de contre-saison dans le pays et parer ainsi aux importations. Avec son entreprise Fraizen, il propose du Made in Sénégal de qualité. En réalité, il y a beaucoup de gens qui se disent fraises et chaleur ne riment pas. Mais en réalité, c'est tout à fait le contraire. Bon, je peux dire exceptionnellement des régions comme Tambacounda, comme Matam, où il fait excessivement chaud, là où ce sera compliqué. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de cultiver la fraise, c'est bien possible. Maintenant, il y a des itinéraires techniques de production qu'il est possible de mettre en place pour permettre en fait de réussir la production de la fraise. C'est-à-dire que l'erreur qu'il faut éviter, c'est de copier le modèle européen. Là où on utilise des plastiques, il ne faut pas utiliser les plastiques au Sénégal, il faut utiliser des pailles naturelles. Avec une récolte régulière, il est possible d'atteindre des tonnes de fraises à la fin de la saison. Si vous partez par exemple sur un hectare de fraises, la fréquence de récolte c'est chaque 2 jours. Donc si c'est bien fait en tout cas, vous récoltez 300 à 400 kilos par récolte. Si c'est bien fait chaque 2 jours. Donc ce qui peut vous amener à des récoltes régulières jusqu'au mois de juin. Donc chaque 2 jours, on peut récolter jusqu'au mois de juin. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est là où se trouve la rentabilité de la fraise. Il ne s'agit pas de récolter une seule fois, mais il faut récolter régulièrement jusqu'au mois de juin. Le réseau panafricain Fraizen, lancé en 2019, compte à son actif 9 employés permanents et 35 temporaires pour les récoltes. L'entreprise offre aussi des formations pour les jeunes. On a formé plus de 600 jeunes
sur les techniques de production de la culture. Il y a presque 100 qui sont insérés en fait dans le milieu professionnel et on a formé plus de 300 femmes dans la transformation de la fraise. Et l'objectif que nous avons présentement, c'est de former 1500 jeunes et 3000 femmes. 1500 jeunes dans la production de la fraise et 3000 femmes dans la transformation de la fraise pour vraiment en fait rendre stable et durable ce réseau panafricain de culture de fraise. Notre objectif principal est de faire du Sénégal capitale des fruits rouges en Afrique de l'Ouest. D'autres entrepreneurs locaux ont démontré la viabilité de la fraise dans le pays. À 16 km plus loin, dans la ville de Pout, on retrouve Mbaïdien, un membre d'une fratrie de producteurs de fraises. Il supervise le désherbage dans son champ d'1/4 d'hectare. Je ne suis pas agronome. Le métier, c'est mon père qui me l'a appris depuis ma tendre enfance. Mon grand frère aussi, qui a fait des longues études, m'a enseigné les bases et techniques pour entretenir un champ. Cela fait plus de 25 ans que je cultive des fraises. J'ai donc gagné en expérience. Ici, nous cultivons le système du goutte à goutte pour arroser nos plantes. Il y a aussi la lance d'arrosage, mais également le système laser. La production de fraises nécessite un savoir-faire rigoureux et une bonne technique d'arrosage. Je conseille à ceux qui veulent se lancer dans la culture de la fraise de suivre d'abord une formation, car c'est une filière qui nécessite un savoir-faire rigoureux, mais aussi de l'expérience. Ensuite, créer son champ dans des zones pas trop chaudes. Il faut aussi avoir suffisamment d'eau douce pour l'arrosage, et le reste viendra. Au marché Kermel de Dakar, les femmes de la famille Diagne prennent le relais. Ici, les fraises sont triées, calibrées et emballées dans des barquettes en plastique ou des paniers ventillés destinés aux revendeurs. Les acheteurs sont pratiquement des vendeurs de fruits qui ont pris d'assaut très tôt cet espace. À 8h30, les femmes ont presque écoulé leurs marchandises. Organisées en groupement d'intérêt économique, elles pratiquent ce métier depuis plus de 30 ans. Nous avons créé des emplois et aidé beaucoup de foyers avec l'activité que nous menons. La plupart des gens que vous voyez ici viennent tous les jours s'approvisionner et vendre les fraises sur le marché. À la fin de la journée, ils nous versent l'argent obtenu et nous leur donnons leur part. C'est une activité bénéfique pour eux. Notre seul souci, c'est qu'on n'a pas de soutien financier. Nous travaillons avec nos propres fonds. On aurait souhaité avoir une aide financière pour notre GIE et pouvoir mieux s'imposer dans le marché du travail. La filière de la fraise au Sénégal génère des revenus stables pour une centaine de producteurs, booste l'économie locale et diversifie l'offre fruitière sénégalaise. Fraizen contribue à la souveraineté alimentaire en s'insérant dans le marché national. Aujourd'hui, on cherche à s'abreuver à la source, cueillir la fraise parfaite pour découvrir avec satisfaction une saveur naturelle, bien de chez nous. Et nous retrouvons en direct de Dakar Mohamed Diagne, ingénieur agronome, spécialisé donc en International Rural Development au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage au Sénégal. Alors, Monsieur Diagne, quels sont les facteurs, selon vous, qui expliquent l'essor rapide de la culture de la fraise au Sénégal? Merci, Tonga. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour la question. Bon, on peut parler aussi à la fois des facteurs humains, des facteurs techniques, mais aussi des facteurs économiques. Là, sur le plan des facteurs humains, on peut parler aussi de l'émergence des nouvelles entrepreneurs vraiment innovants, comme on peut citer les Suleiman Agne avec Fraizen, mais aussi les Aïdaba avec Sunu Fraise. Il y a aussi Salif Ba, aussi d'autres gens qui sont dans la culture de la fraise ici au Sénégal. Sans juste aussi oublier, en fait, nous avons toujours eu la culture de la fraise pendant des années. On peut parler d'une quarantaine d'années. Si on part au niveau de la zone des Niayes, on peut trouver aussi un grand village comme Zondoyem. Ils ont eu à faire de la fraise pendant une quarantaine d'années. Et sur le plan économique, comme vous venez de le dire tout de suite là, quels sont les apports également sur le plan économique?
Effectivement, effectivement. Là. Bon, sur le plan économique, bon, on peut parler d'un marché sous-exploité. C'est-à-dire qu'en fait, le marché de la fraise au Sénégal est tellement sous-exploité. Et puis aussi, il y a des potentialités. Comme par exemple, si vous cherchez sur les études qu'on a eu à faire, un Sénégalais sur deux ne savent pas qu'ils produisent de la fraise au Sénégal. Et même aussi sur ceux qui savent qu'ils produisent de la fraise, nombreux d'entre elles n'arrivent pas à avoir l'accès sur la production de la fraise. Et combiné aussi à tout cet atout, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi du potentiel aussi dans la filière de la fraise. Bien évidemment, nous ne manquerons pas, bien évidemment, M. Gagne, de revenir avec vous dans d'autres éditions, bien évidemment, pour plus développer cette thématique concernant votre domaine qui est très important. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci également à vous, Merci. chers amis, d'avoir participé et aussi de nous avoir accompagnés dans cette aventure également de cette émission Croissance Verte. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro, toujours sur Média TV. L'actualité, c'est en continu.